Écoutez le monde vétérinaire autrement sur Veto Micro, un podcast produit par Thémavet. Bonjour, je suis Colline Musel, vétérinaire, coach, formatrice et cofondatrice de WonderVet. Et moi je suis Marine Slove, vétérinaire, entrepreneur, podcasteuse et fondatrice de Thémavet. Bienvenue sur le podcast numéro 1 de la profession qui démontre qu'il y a 1000 façons d'être vétérinaire. Vous entendrez ici des consoeurs et des confrères, qu'ils soient praticiens ou non, raconter leur parcours professionnel, leurs réussites et les joies qui vont avec, mais aussi leurs difficultés et leurs échecs. C'est toujours avec le même enthousiasme que nous prêtons notre micro aux vétérinaires pour la 3e saison consécutive, pour continuer à nous raconter tels que nous sommes vraiment, interroger notre quotidien professionnel bien sûr, mais aussi et avant tout notre rapport à la vie, au monde animal et à la planète. Le tout saupoudré d'une bonne dose de déculpabilisation. Vous êtes ici chez nous. Mais surtout, vous êtes ici chez vous. Belle écoute! Chères auditrices, chers auditeurs, bonjour. Aujourd'hui, c'est Bertrand Clavel que je reçois pour cette nouvelle interview. Bonjour Bertrand et bienvenue dans Veto Micro. Bonjour Colline. Alors Bertrand, tu es étudiant à l'école vétérinaire de Maisons-Alfort et ce qui m'a frappé pendant la préparation de cette interview, c'est que tu sembles aimer faire plein de choses en même temps. Donc aujourd'hui, en plus de tes études à l'école vétérinaire, tu es chargé de développement commercial au sein de la junior entreprise qui s'appelle Proveto Junior Conseil. Et j'ai réussi à la faire du premier coup, je suis très fière de moi. Tu as récemment été élu au poste de vice-président du SNVEL Junior Alfort. Depuis 10 mois, tu occupes un poste d'assistant de régulation téléphonique chez Vetophonie. Tu es passionné de piano depuis ton plus jeune âge. Tu as pratiqué pendant de nombreuses années au Conservatoire à rayonnement régional de Grenoble en faisant un double cursus avec tes études classiques en parallèle. Et tu as pour projet de réaliser un double diplôme avec une école de commerce pour élargir tes opportunités professionnelles et de carrière. J'ai vraiment hâte d'en savoir plus sur ces différents rôles, sur ces différents projets et tout ce que ça t'apporte. Et j'ai hâte aussi de connaître un petit peu tes secrets, hormis l'énergie de la jeunesse, pour pouvoir faire rentrer autant de choses dans ton emploi du temps. Alors sans plus tarder, Bertrand, je te pose la première question traditionnelle. Qu'est-ce qui t'a donné envie de devenir vétérinaire ? Eh bien, c'est une très bonne question qui est encore assez difficile pour moi d'y répondre dans la mesure où il y a beaucoup de choses qui sont à prendre en compte. Tout d'abord, depuis mon plus jeune âge, bon, un peu comme toute personne qui souhaite devenir vétérinaire, je suis passionné par les animaux. J'ai notamment mon chat Kiwi qu'on a adopté il y a maintenant 14 ans. J'ai toujours été passionné par les animaux, avec notamment leur contact, que ce soit avec les animaux de la ferme ou bien encore des animaux domestiques. J'ai toujours été très sensible également à la cause animale, notamment à la maltraitance animale. C'est pourquoi j'avais réalisé, quand j'étais plus jeune au collège, des stages à la SPA notamment. Ok. Et donc j'avais réellement une idéalisation du métier, de vétérinaire qui pour moi était vraiment un métier de passion et un peu de rêve, heu, puisque les vétérinaires, soignaient les animaux, étaient au contact des animaux et étaient également garants du bien-être animal. Donc pour toutes Ok. ces raisons, je me suis dit: «Bon, pourquoi pas?» Et parallèlement, j'étais également très intéressé par, le domaine médical, en particulier les actes chirurgicaux, Ok. qui étaient pour moi, une forme de magie à l'époque, puisque ces actes, relèvent un peu d'une prouesse technique. Ouais. Mais j'avais un peu plus de réticence vis-à-vis de la médecine humaine puisque, une fois de plus à l'époque, j'avais un peu peur de ce côté, patientèle avec vraiment le contact humain. Bon, finalement, je me suis peut-être un peu trompé puisque, le contact humain est finalement clé, dans la profession de vétérinaire. Mais bon, à cette époque-là, j'étais vraiment plus, dans l'idée que, c'était quelque chose qui était un peu, plus compliqué pour moi. Et donc ce doute a persisté jusqu'en terminale où j'ai dû, donc effectuer, mon choix sur Parcoursup entre médecine humaine ou bien Oui. encore médecine animale. Ouais. Bon, pour différentes raisons, j'ai plutôt penché vers, la prépa. Donc j'ai effectué 2 ans de classe préparatoire, BCPST, au lycée Hoche à Versailles. Qu'est-ce qui t'a fait trancher finalement ? Comment t'as dit, allez, avec entre ces deux choses qui me font vraiment hésiter, qu'est-ce qui fait que tu tranches et que tu dis ce sera classe prépa dans l'idée de devenir veto ? Alors tout d'abord, bon, c'est anecdotique, mais pendant cette année-là,
il y avait le nouveau concours pour entrer en école vétérinaire, c'était le concours post-bac. Donc, OK. je faisais partie de la première année, où c'était un peu la phase de test et donc, j'ai vécu un premier échec où je n'ai pas été sélectionné sur dossier, durant cette phase. OK. Heu, donc j'étais un peu dans l'incompréhension dans la mesure où tout entre guillemets, tout mon parcours scolaire avait été, conditionné justement, pour faire en sorte de réussir mes objectifs. J'avais une très Mmh. bonne moyenne, bon j'avais 18,3 en terminale, j'avais un parcours extrascolaire assez, riche déjà, au lycée et Mmh. donc il est vrai que je n'ai pas vraiment compris cet échec, et c'est ce qui m'a un peu, donné la hargne en me disant que, j'allais réussir, à être vétérinaire, et que c'est pas un échec, qui allait, arrêter, qui allait entraver mes rêves d'enfant et c'est je pense qui m'a un peu plus poussé à choisir, classe préparatoire plutôt que médecine. D'autant plus que j'étais assez jeune et j'avais un peu peur d'être perdu dans le monde de la fac avec, OK. ces premières années de concours, voilà. Tu avais quel âge quand tu as fait ce choix? Parce que tu dis en terminale, j'étais très jeune. Tu avais quel âge au moment du choix pour Parcoursup? J'avais 16 ans, enfin c'était entre mes 16 et 17 ans puisque j'ai sauté une classe, ce qui fait que j'étais un peu, en avance. Ouais. Heu, D'ailleurs je trouve que peut-être que c'était un choix un peu précoce du fait de mon âge, je trouve que j'ai pas eu, l'occasion de vraiment réfléchir à ce que je voulais faire plus tard et que c'était peut-être un peu tôt, ce choix qui s'est imposé à moi. Donc bon, mais après je ne regrette pas, hein, dans tous les cas, Oui et puis tu es encore en phase, d'apprentissage, mais je trouve ça intéressant que tu sois déjà capable de voir ce regard-là, parce que là, aujourd'hui, tu as 21 ans, donc ça fait mmh mh, seulement, 5 ans que tu as fait ce choix et c'est un vrai questionnement, sociétal de dire, on demande à des jeunes qui ont 16-18 ans, qui sont juste en train de découvrir, les individus qu'ils sont, de se projeter pour une carrière, possiblement de 40 ans. Alors aujourd'hui, les reconversions sont beaucoup plus fréquentes et puis quand on choisit de devenir vétérinaire, il y a énormément de pistes à explorer autres que, la pratique pure. Mais voilà, je trouve ça chouette que tu aies déjà cette conscience que, ouais, 16 ans, c'était quand même chaud pour faire ce ce choix-là. oui et enfin je me permets de rebondir et c'est aussi enfin, comment dire? Un avantage que j'ai vu, dans la classe préparatoire, c'est justement que, ce n'était pas, une préparation pour un concours. Ouais, C'était vraiment, pour, bah, la banque agrovéto, ce qui faisait que j'avais accès à différentes écoles, des écoles d'ingénieurs, en agronomie, bah, oui. véto également et puis, plein d'autres possibilités que je n'aurais peut-être pas eu, en faisant la passe ou la LAS de l'époque, pour, faire médecine. Mmh, OK et pendant, ta prépa, heu, est-ce que ça a bougé, ton envie de faire vétérinaire justement quand tu sais que tu as toutes ces autres options? Comment ça se passe pour toi? Alors du coup, j'étais un peu dans une classe préparatoire, où beaucoup de monde préparait en fait finalement plutôt les écoles, d'ingénieurs en agronomie, OK, plus que véto, OK. avec des professeurs très bienveillants qui, essayaient de nous expliquer que finalement peut-être que véto serait pas, la meilleure option et qu'il y avait peut-être une désillusion dans le métier. OK. Qu'on idéalisait beaucoup trop en sortant de lycée ce métier qui est très beau, hein, mais qui est quand même assez enfin très compliqué sur différents aspects. Donc Mmh. c'est vrai que j'ai eu beaucoup de doutes en entrant puisque, nos professeurs nous disaient que le métier était compliqué après, que les études ensuite allaient être très compliquées et puis, il est vrai qu'il y a une certaine sélectivité dans le concours. Mmh. Donc ils essayaient finalement, de faire en sorte qu'on n'ait pas trop de faux espoirs et d'attentes, OK, vis-à-vis du concours. OK. Donc j'étais un peu, contrebalancé entre mes rêves et puis également la réalité, que les professeurs essayaient de nous inculquer. Mmh. Mais bon, je n'ai pas perdu le cap parce qu'il fallait quand même avoir un objectif, pour réussir, et je me suis concentré sur vétérinaire justement, pour pouvoir tenir, durant les 2 ans de prépa. OK. Donc, ce que je comprends là de ce que tu viens de dire, c'est que pendant les 2 ans de prépa, ce qui t'a aidé à tenir, le rythme et l'intensité, c'était de te dire, «Je vais passer le concours et c'est vétérinaire que je veux avoir». Complètement, OK. complètement. Quel souvenir tu gardes de ces 2 années-là? C'était des années assez compliquées, puisque Mmh. j'ai dû quitter, mes parents et mes grands-parents, donc bah, mon foyer, dès 17 ans et j'ai vécu pendant 2 ans tout seul. Mmh. Honnêtement, sur le plan personnel, c'était vraiment très compliqué. En plus de cela, s'ajoutait, la complexité des cours, le rythme, donc à la fois si c'était à refaire, je le referais pour le côté, expérience, d'un concours déjà,
parce que Mmh. moi j'ai passé le bac 2021, donc il y avait pas vraiment d'épreuves, donc c'était finalement mes premières épreuves. Hem, Également pour, le corps enseignant qui était vraiment, d'une bienveillance et passionné et c'était vraiment plaisant à voir. Mmh. Par contre, pour tout ce qui est côté humain, j'ai quand même mis ma vie entre parenthèses, pendant 2 ans et c'était, je pense, les années les plus dures de ma vie. Mais je suis quand même heureux, d'être passé outre et ça reste une expérience très enrichissante. OK. Qu'est-ce qui fait que tu as choisi d'aller, au lycée Hoche? C'est le lycée Hoche, hein, c'est ça? Je dis pas de Oui, c'est bêtises? ça. Qu'est-ce qui fait que tu as choisi de partir, à Paris alors que ta famille, est à Grenoble? Alors, c'est vrai que c'est une question qui est un peu, qui fait sens, dans la mesure où j'avais été pris dans des prépas beaucoup plus proches, de chez mes parents, notamment, par exemple à Lyon, ou même encore à Grenoble. Cependant, après de longues discussions avec mes parents et ma famille, on a opté pour le choix qu'il fallait, plutôt privilégier d'aller dans une, prépa où j'avais plus de chances de réussir. Parce que factuellement, dans les statistiques, le lycée Hoche à Versailles avait de bien meilleurs résultats sur le concours agro et véto. OK. Donc pour moi, c'est un argument clé, parce que je me suis dit: «Si je vais sacrifier 2 ans de ma vie, autant que ça soit pour avoir, un résultat en retour, quoi». Ouais. Donc j'ai pris cette décision et je suis parti vivre seul. OK. Donc tu avais fait le choix stratégique de partir, loin de ta famille, en allant faire cette prépa, et je comprends très, très bien, ce qui a sous-tendu, le choix. Là, ce qui m'intéresserait, c'est de voir, tiens, bah, quelles ont été certaines des raisons qui ont fait que tu as choisi de rester à Paris plutôt que de te rapprocher de ta famille, par exemple, en choisissant d'aller à Lyon? Ou d'aller découvrir autre chose en France en choisissant, d'autres régions, tu vois? Je serais curieuse de savoir, tiens, qu'est-ce qui a motivé ce choix de Maison Alfort? Très bonne question, mais donc si je dois y répondre, je dirais que c'est, tout d'abord parce que je voulais aller à l'École nationale vétérinaire d'Alfort, notamment pour le CHUVA, parce que c'était très intéressant, je trouve, d'avoir, un hôpital, directement dans l'école. Mmh. Heu, voilà et puis il était assez connu, dans le monde vétérinaire apparemment. Enfin, à l'époque, j'étais quand même assez très extérieur à ce milieu, donc pour moi, ça me semblait un peu, waouh! OK. D'autres raisons, je dirais, c'est également mon entourage puisque, tous mes amis étaient à Paris, puisque dans la même prépa que moi, et puis ils sont quasiment tous allés à AgroParisTech, donc l'école d'agronomie, qui est située sur le plateau de Palaiseau. OK. Je voulais quand même garder une certaine proximité avec mes amis, Mmh. avec également, la vie parisienne dont j'ai toujours rêvé d'avoir, OK. bien que je sois, résident à Maison-Alfort. Mais bon, il y a quand même une certaine proximité et puis également pour, toutes les expériences, qui sont réalisables à Paris, hein, tout simplement. Ouais. Et puis, si j'avais également, vu d'un côté un peu plus pragmatique, pour rentrer chez mes parents, c'était plus facile de prendre un TGV, de 3 heures, direction Grenoble, plutôt que de devoir, être à Marcy-l'Étoile et faire des trajets de voiture qui finalement auraient pris plus de temps. Mmh. Merci l'étoile. Que de souvenirs pour moi. D'aller, faire toute cette route pour atteindre ce campus loin, loin. OK, donc la vie parisienne, ça t'attirait, il y avait un effet waouh dans ta représentation, du Chuva et j'entends que tu as créé un cercle, social qui t'a donné aussi envie de rester, assez proche. Aujourd'hui, tu es en 3e année Oui, c'est ça. et qu'est-ce que tu penses de ce choix du coup, maintenant que ça fait 3 ans que tu l'expérimentes, enfin 2 ans et demi? Très bonne question également. Disons que je ne regrette pas mon choix. OK. Je me sens plutôt à l'aise dans mon cadre de vie actuellement. J'ai constitué, un cercle social, assez solide avec, des amis sur qui je peux compter, que ça soit en école ou bien encore, hors école. Je suis très à l'aise également avec, je suis assez à l'aise dans le cursus en lui-même. Je trouve que les cours sont plutôt intéressants. Heu, Après ça dépend lesquels honnêtement, puisqu'il y en a qui sont assez, très théoriques honnêtement et j'ai du mal à voir, dans quelle mesure ils pourront être pertinents dans le cadre, de l'exercice du métier. Néanmoins, c'est vraiment un cursus très enrichissant, très intéressant, mais qui par contre est très intense honnêtement. Je m'attendais vraiment OK. pas à ça. Je pensais qu'après être sorti de prépa, j'allais, enfin pouvoir, connaître une vie, sereine, sans travail, mais finalement la vie étudiante m'a rattrapé et c'est vrai que, Mmh. derrière ça, on prépare quand même, des futurs, vétérinaires donc forcément, il y a une exigence qui est, énorme.
Après honnêtement, j'ai vraiment hâte d'être en 4e année ou bien encore en 5e année où on va avoir un peu plus de pratique dans le cursus, Ouais. parce que là, ça reste vraiment, très théorique. OK. Tu pas du tout commencé, de rotation en clinique, ou de choses comme ça pour l'instant? Ça commence l'année prochaine en A4, où on va faire, OK. 2 matinées, toutes les 2 semaines, donc au Chuva, dans différents services, mais pour l'instant, non, pas encore de pratique. OK. Qu'est-ce que tu as fait comme stage depuis que tu es rentré à l'école? J'ai effectué un premier stage, en élevage, oui, en élevage bovin. C'était 2 semaines et c'était vraiment très intéressant puisque j'ai appris, beaucoup de choses honnêtement. Déjà, comment fonctionnent les agriculteurs, les éleveurs, parce qu'ils étaient à la fois agriculteurs et éleveurs. C'est pour ça que c'est un métier qui est très prenant, passionnant et qui, nécessite de nombreuses compétences et connaissances techniques et également théoriques et je pensais pas autant honnêtement et j'étais vraiment très surpris et c'était vraiment une très belle expérience et suite à ça, j'ai également effectué donc 1 semaine pardon, de stage en clinique vétérinaire, mixte, OK. pour découvrir la pratique rurale et également, canine, classique OK. et une fois de plus, j'ai beaucoup aimé ce stage, j'ai vu plein de choses, j'ai pu également effectuer ma première ovario sur une Oui, chatte. trop J'étais cool. très, très content parce que du coup, je me suis dit: «Ah, ça y est, ça commence, je vais enfin Mmh. pouvoir pratiquer» et j'avais des vétérinaires qui étaient très passionnés par leur métier et qui m'ont Mmh. permis, de comprendre comment, se déroulait, leur quotidien, et voilà, c'était vraiment, très sympathique. Trop bien. Aujourd'hui, est-ce que tu as déjà, une idée de ce vers quoi tu te diriges professionnellement? En termes de ouais, de type de job? Est-ce que tu sais si tu veux faire de la pratique ou plutôt pas? Où est-ce que tu en es? Alors comme tu l'as évoqué, j'ai déjà une première possibilité, que j'aimerais bien, pourquoi pas, essayer, c'est ce fameux double diplôme avec une école de commerce. OK, Donc il y a 2 possibilités, c'est soit je fais un double diplôme avec, l'ESSEC, pour intégrer, le parcours grande école de commerce. OK, Dans ce cas-là, il faudrait que je prépare un concours, donc le TAJMAJ, plus également le TOEIC à passer, suivi d'entretiens pour, essayer de rentrer directement dans l'école dès la 5e année. OK, Ou bien, si je souhaite terminer, mes 5 années d'études, à l'école, et donc aller en 5e année au CHUVA ou bien et dans tous les différents services donc que ce soit au CIRAL ou bien encore à Nocar, donc là, j'aurais une autre option qui est donc de faire un double, diplôme, mais cette fois-ci avec un master à l'ESCP, OK, mais ce serait beaucoup moins intégré, ce serait plutôt après, quoi. OK. Donc il y a cette possibilité-là, donc de double diplôme, ou bien, j'hésite également à me spécialiser dans la chirurgie, Ouais. puisque ça reste quand même un de mes rêves notamment. La seule chose qui pourrait, un peu, me freiner, c'est, les années Mmh. nécessaires pour avoir ce titre de spécialiste. Les longues Oui, années ça rajouterait en minimum rab. 5 ans. Oui, Ouais, ouais, ouais. donc compliqué, OK. mais je Bon, de reste pas toute fermé. oui, tu as encore le temps de voir et puis tu vas faire encore plein de stages, qui vont te permettre d'aller vraiment voir ce que c'est, Mmh. la vie concrète et de souvent, les stages aident à orienter, hein, les choix, hein, les rencontres, parce que il y a ce que ça va te dire de ton appétence, si ça confirme la chirurgie ou si finalement entre ce que tu imagines et ce que c'est vraiment un quotidien de personnes qui pratiquent la chirurgie, si ça colle avec ce que tu avais envie et puis il y a des fois il y a des je me marre parce que je me dis: «Ah, je vais faire autiste en Mission Cléopâtre». La vie est faite de rencontres, tu sais? Et mine de rien, ben, dans les stages, il y a des rencontres aussi qui font complètement changer de point de vue ou qui renforcent au contraire une idée donc bon, tu verras ce que ça donnera dans les années qui viennent. J'ai hâte. Hem, Depuis, quelque temps maintenant, tu as un rôle de, chargé de développement commercial au sein de ce qui s'appelle une junior entreprise. Mmh. Est-ce que déjà, là, on va avoir plein de termes techniques et moi, j'ai du mal à comprendre ce genre de choses. Donc, est-ce que tu peux déjà m'expliquer, c'est quoi une junior entreprise? Et après, on ira plus dans le détail de quelle junior entreprise et c'est quoi ton rôle concret? Avec plaisir. Donc une junior entreprise, c'est une association pédagogique de loi 1901 à but non OK. lucratif et à vocation économique, qui va donc être implantée donc dans un établissement d'enseignement supérieur. Donc ici, c'est l'École nationale vétérinaire d'Alfort et
c'est un mixte entre une entreprise et une association, puisque les juniors entreprises, elles possèdent un statut dérogatoire qui va donc être défini par différentes lois, Ok. comme par exemple la loi 1901, ou bien encore la lettre de Bérégovoy de 1984, ou bien encore la lettre et l'arrêté ministériel de 1988, et enfin la lettre de la cause de 2007. Et tout ça, ça permet du coup d'avoir un cadre qui est spécifique aux juniors entreprises et qui est assez intéressant justement. Et donc du coup, il y a plusieurs juniors entreprises en France qui sont implantées dans plus de 200 établissements d'enseignement supérieur, Ok. et c'est majoritairement dans les écoles de commerce ou bien encore d'ingénieurs. Ok. Il y a un truc qui a bugué dans ma tête parce que j'ai entendu association à but non lucratif à vocation économique. Et je me dis, il n'est pas compris. Comment une association à but non lucratif a une vocation économique? Je veux bien que tu m'expliques là, comment les deux s'articulent. Bien sûr. Alors, donc déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est que les juniors entreprises, elles ont un objet social. Donc leurs objectifs, qu'est-ce que c'est? C'est de permettre aux étudiants, de mettre en pratique leurs enseignements théoriques dans les écoles, en réalisant des études qui vont donc être rémunérées pour des clients. Et cela va donc apporter donc une expérience professionnelle, justement, qui est valorisable sur le marché du travail. Et le domaine d'expertise des juniors entreprises, en fait, elle dépend de l'école d'où on vient. Et donc, justement, c'est une association à but non lucratif parce que les membres, donc les membres du bureau de l'association ne sont pas rémunérés. Ok. Néanmoins, on doit quand même réaliser un chiffre d'affaires puisqu'on va signer des missions avec des clients pour pouvoir ensuite rémunérer des étudiants dans l'école qui sont adhérents à la junior entreprise, justement par le biais de réalisation de différents types de missions. Donc, des personnes qui œuvrent pour la junior entreprise peuvent être rémunérées. Des adhérents, oui, c'est ça. Les adhérents. Mais les adhérents, ils sont rémunérés parce qu'ils ont contribué à certaines missions. Ils sont pas juste Exactement, rémunérés parce qu'ils sont adhérents. Il y a vraiment un travail fourni. bien sûr, Et donc, c'est à but non lucratif dans le sens où les membres du bureau sont bénévoles à 100%. c'est ça. Ok, c'est déjà plus clair. Comment tu as atterri dans cette junior entreprise qui s'appelle Proveto Junior Conseil? J'avais déjà entendu parler de Proveto Junior Conseil, quand j'étais en 2e année de prépa, Ok. parce que j'avais vu de la communication sur les réseaux sociaux et au début, je ne comprenais pas du tout ce que ça voulait dire Ah, et ça me plus rassure. précis oui et plus précisément, j'en ai entendu parler parce que justement, je cherchais des possibilités de double diplôme Ok. et j'étais tombé sur un article, d'une étudiante qui expliquait justement son parcours avec l'ESSEC, et l'ENVA. Ok. Et en regardant, d'où venait l'article, je me suis rendu compte que c'était sur le site internet de Proveto Junior Conseil et je me suis dit: «Mais qu'est-ce que c'est que ça?» Et après j'ai vu que finalement, c'était une junior entreprise qui appartenait à un mouvement beaucoup plus grand. C'est le mouvement des juniors entrepreneurs qui a été créé, il y a un petit moment maintenant, heu et je me suis dit: «Mais j'ai vraiment envie de rejoindre, de rejoindre Proveto Junior Conseil une fois en école». Parce qu'en fait, on a des phases de recrutement qui se déroulent en février Ok. et pour un poste particulier qui était le poste de community manager de la junior entreprise, il y avait une possibilité, d'avoir un recrutement anticipé et j'avais postulé. Bon, j'avais été refusé, mais il faut dire que, honnêtement, les designs, et moi, ça fait vraiment 2, hein. Je suis vraiment pas fait pour ça, quoique j'essaye de m'améliorer, mais c'était vraiment compliqué. Néanmoins, après cet échec, j'ai quand même décidé de postuler au poste de chargé de développement commercial dans les phases de recrutement, donc de février. Et donc Ok. suite à un entretien, donc CV, lettre de motivation, donc j'ai été pris, justement et c'est là qu'a commencé l'aventure finalement. Ok. Qui est-ce Voilà. qui mène l'entretien pour recruter des adhérents comme toi? Alors du coup, c'est les membres du bureau, donc pour résumer comment sont organisées les juniors entreprises ou plutôt la nôtre, c'est en différents pôles. Donc on va avoir le pôle présidence qui est constitué donc, de la président, vice-président ou présidente ou et également du secrétariat général. Ok. Donc ils vont s'occuper de tout ce qui est, pilotage de l'entreprise, enfin de la junior entreprise et gestion administrative et Ok. cadre légal et réglementaire de la junior entreprise. On a également le pôle développement commercial, qui est constitué lui-même donc d'un respo du pôle avec 3 chargés de développement commercial. Ok. Le pôle trésorerie, bien évidemment avec le vice-trésorier et le trésorier. Le pôle qualité, c'est un pôle particulier qui va s'occuper de la conformité de l'ensemble des documents qui vont sortir de la junior entreprise. Également le pôle communication externe et interne Ok. et le pôle RH. Et donc, qui sont les personnes présentes aux entretiens? C'est dépendant des postes auxquels on peut postuler. Par Ok. exemple, pour le poste de chargé de développement commercial, j'avais donc eu la présidence entrante,
Et puis également, le respo du pôle, les chargés de développement commercial et également, l'ARH. Voilà, OK. donc assez complet. Ouais, carrément. Hem, Qu'est-ce qui t'a donné envie de postuler au chargé de développement commercial plutôt qu'à d'autres, dans d'autres pôles? Premièrement, je vais être honnête, certaines personnes sont venues me dire qu'ils me voyaient potentiellement, dans ce poste, OK. parce que, j'ai quelques compétences orales, qui me permettent d'être assez à l'aise et OK. ils me voyaient bien discuter avec des clients, par exemple, de devis, de missions, donc OK. déjà enfin, je me suis dit: «Bon, pourquoi pas?» Et puis surtout, c'était une occasion pour moi de développer mes compétences de communication orale, également de Mmh. relations avec les clients. Donc là, j'y ai vu par exemple une opportunité pour plus tard, si je fais de la pratique, d'être beaucoup plus à l'aise avec, finalement la clientèle. OK. Puis, le poste en lui-même, m'intéressait beaucoup parce que, c'était, vraiment beaucoup de contacts humains, et justement développer ça, quelque chose qui me freinait au départ justement, oui. Donc je me suis dit: «C'est parti, fais ça, ça peut que, t'enrichir et permettre une montée en compétences», donc voilà. Trop bien. Tu fais ça depuis combien de temps maintenant? Bah, maintenant ça fait presque, 1 an, OK. oui presque 1 an, oui. Et alors, qu'est-ce que tu en retires là déjà de cette année d'expérience, dans ce rôle-là? Beaucoup de choses, beaucoup, beaucoup de choses. Donc tout d'abord, bah, j'ai appris comment fonctionnait un peu, le développement commercial et c'est assez calqué de ce qui se passe dans la réalité, donc dans les entreprises. Je pourrais détailler ce que je fais, si tu le souhaites. Oui, oui, détaille que je comprenne bien parce que tu sais, c'est moi, j'ai pas d'expérience en grandes Mmh. entreprises et du coup, chargé de développement commercial, pour moi, c'est jargon plus, quoi et je me dis: «Mais c'est quoi tes journées? À quoi ça ressemble? Qu'est-ce que tu fais?» Tu vois? Tu parles à qui? Tu remplis des tableaux Excel? Tu passes des coups de fil? C'est donc vas-y, détaille. Je suis OK. très curieuse de mieux comprendre. Donc le pôle développement commercial, qu'est-ce qu'on fait? On s'occupe déjà de la prospection de nouveaux clients. Donc nos clients, c'est différents acteurs du monde vétérinaire, donc ça peut être les OK, laboratoires pharmaceutiques, les cliniques indépendantes, les groupes cliniques, la pet food, les assurances et également tout ce qui est les diverses entreprises du monde vétérinaire. OK, Cette prospection qu'on va réaliser, elle se fait par, mail le plus souvent, OK. au cours de différents congrès du monde vétérinaire. Donc par exemple, la Vétérine Expo, en Belgique. On a Oui, également au congrès de la VAC toutes les années, ouais, et également, l'Animal Expo, enfin le GENAC. Il y a beaucoup de congrès où on va. C'est une part très importante également de notre prospection et enfin par téléphone ou encore LinkedIn. On s'occupe également de la fidélisation de la clientèle, donc ça, c'est en maintenant le contact avec les clients, en faisant des relances, en les appelant, en les invitant à différents événements de la junior entreprise. On fait OK. également, la réalisation de budgets et pour des missions qui vont être personnalisées. Mmh. Budget et donc qui s'accompagnent de devis, qui seront envoyés, aux clients, pour, validation, on OK, espère. Et après une fois que le devis est validé, on peut dire que notre mission s'arrête. Donc voilà un peu OK, ce qu'on fait et en trop bien. plus de ça, le respo du pôle, lui, s'occupe d'organiser la prospection en faisant des tableaux de prospection et en voilà, Ça, on adore. voilà. Je dis on adore parce que je suis moi-même entrepreneuse et que Mmh le mh. suivi de la prospection n'est pas encore une de mes grandes qualités. Je crois qu'il me manque un élément de compréhension. Vous vendez quoi à Provetto Junior Conseil? Parce que tout ça, c'est pour vendre des trucs, mais vous Bien vendez sûr. quoi finalement à ces clients? OK. Alors nos offres de prestations, elles sont assez diversifiées, mais je vais nuancer mon propos après. Donc qu'est-ce qu'on fait? On fait de la rédaction d'articles scientifiques, OK, la rédaction d'articles SEO, on fait également la rédaction d'articles qui vont donc être vulgarisés à destination du grand public. On peut également réaliser des vidéos pédagogiques pour différents supports de communication, que ce soit pour OK, Instagram, des blogs, sites internet, LinkedIn. On fait également de l'animation de forums, de la recherche bibliographique et des analyses scientifiques qui sont appuyées par OK, notre corps enseignant et OK, on a également développé récemment une nouvelle offre qui est, la réalisation de podcasts. Bon, c'est pas OK. encore, très développé, Mais tu mais t'entraînes? C'est génial. on veut on veut faire en sorte de développer un peu cette, nouvelle branche. Donc on OK, propose des missions qui vont donc être personnalisées à la demande du client. OK, Celles-ci doivent toujours avoir une visée enfin un caractère pédagogique.
OK. Mais néanmoins, en fait, finalement, si on regarde bien, nos offres de prestations, elles sont assez limitées dans la mesure où la médecine vétérinaire, c'est une profession qui est réglementée. Ce qui fait qu'en junior entreprise, on ne peut pas vendre, d'actes médicaux. Donc en fait, OK. ça réduit vachement notre champ de possibilités de prestations, contrairement à d'autres junior entreprises type commerce ou bien encore, ingénieurs qui eux vont directement pouvoir vendre leurs connaissances théoriques finalement et pratiques. OK. OK. Et vous, Voilà, vous n'avez pas le droit parce que vous n'êtes pas encore docteur? exactement. OK. Et du coup, quand tu dis: «On fait, des articles SEO, des articles de blog et cetera», c'est des personnes membres de la junior entreprise, donc c'est des étudiantes et des étudiants qui vont produire oui, toutes ces offres? Alors, du coup, non, c'est OK. juste que donc il y a le bureau qui est constitué donc, comme je l'ai expliqué auparavant de l'ensemble des pôles. Oui. Donc finalement, nous, le bureau, on s'occupe de trouver les missions. OK. Ensuite, une fois que les missions sont trouvées, grâce, avec un devis qui est validé, par le client, on va, attribuer à cette mission un chef de projet. Donc tous les membres du bureau peuvent être ponctuellement chefs de projet pour une mission. OK. Et ensuite, une fois que la mission a débuté, donc c'est-à-dire une fois que les différents documents contractuels ont été, signés par le client, donc tout ce qui est convention d'études, bon de commande, RM, chef de projet, et intervenants qui correspondent au contrat de travail, dans les entreprises, tout ça, on va poster, une offre de mission sur le site, enfin pas sur le site de l'école, mais sur nos différents moyens de communication, donc pour les OK. étudiants et les adhérents de Proveto. Et ensuite, ce sont des adhérents de Proveto qui vont postuler pour ces missions, et s'ensuit une phase de sélection, des intervenants OK. avec une lettre de motivation et CV. Et OK. ensuite, bah, une fois qu'on a sélectionné les intervenants, ceux-ci, bah, ils pourront commencer à travailler, après signature de leur contrat de travail, et donc réaliser le livrable qui sera ensuite envoyé au client à la fin de la mission. OK. Mais du coup, les intervenantes et intervenants, c'est des étudiantes et étudiants ou c'est des personnes qui peuvent être déjà des pros, complètement plus du tout dans le cursus, étudiant? Alors c'est forcément des étudiants, Ah voilà, ouais, c'est OK. forcément des étudiants, oui. OK. Tout à l'heure, quand je pense que j'ai pas ma question n'était pas suffisamment claire et quand tu m'as dit: «Non», j'étais là: «Oh j'ai rien compris, Bertrand, aide-moi». Non, OK, je commence à mieux comprendre. C'est juste que les membres du bureau ne peuvent pas réellement réaliser de mission puisqu'on Ah, doit c'est respecter un taux d'ouverture, OK. voilà, donc c'est, vis-à-vis de l'URSSAF, donc c'est vraiment on ouvre au maximum les missions pour les adhérents de Proveto et pour les OK. étudiants de l'école. Voilà. Et les adhérents de Proveto, c'est Alfort et les autres écoles, françaises ou c'est ouvert à enfin, tu vois, l'ouverture, elle va Mmh. jusqu'où finalement? Alors, du coup, c'est vraiment, dans Alfort et ensuite OK. c'est vraiment, individu dépendant, c'est-à-dire qu'en début d'année, quand les, heu, quand les nouveaux arrivent dans l'école, on leur propose d'adhérer, à Proveto comme à une autre association et OK. ensuite, ils ont le choix de cotiser et donc de remplir un bulletin d'adhésion. Oui. Ou pas d'ailleurs, entre parenthèses. Et justement, le fait d'être adhérent, après, ils pourront pas être intervenants dans les missions de Proveto et également OK. profiter, de tout ce qui est, la partie, événementielle de la junior entreprise. OK. Voilà. Ah, c'est vachement plus clair. Merci d'avoir pris le temps de m'expliquer tout ça. Il me semble que tu m'as dit que tu allais, probablement, passer secrétaire général de Proveto Junior Conseil au mois de juin. Est-ce que tu confirmes ça ou j'ai mal retenu? Oui, c'est ça. OK. Oui. Ça se passe comment? Tu as déjà été élu ou bien tu sais qu'il y a que toi qui te présente? Comment ça se passe cette passation? Alors, donc déjà pour un peu expliquer le contexte, c'est qu'on est une équipe de 20 OK. et donc pour faire simple, on est 10 qui sont en A3 et 10 qui sont en A4. C'est-à-dire qu'on est sur des doubles mandats. Donc moi, là, c'était ma première année de mandat cette année Oui. et donc l'année prochaine, je vais passer en deuxième année de mandat et donc ceux qui étaient en deuxième année de mandat cette année vont donc partir. Oui. Ce qui fait que, comme ils partent, ça a libéré différents postes, notamment le poste de secrétaire général et donc généralement, comment est-ce qu'on fait pour, cette entre guillemets «promotion», ou changement de poste? C'est vraiment une discussion en interne avec, de longues réunions où on va, échanger, de savoir, quelles sont les motivations et les raisons, de chacun et si jamais on n'arrive pas à se mettre d'accord en interne, bah là, dans ce cas, on fait un vote, OK. en réunion, donc en conseil d'administration, mais pour le coup, en secrétaire général, il y avait personne d'autre que moi qui s'est présenté, donc j'ai eu un peu le poste, directement et j'étais OK. vraiment très heureux parce que, j'ai vraiment envie
de voir ce que ce poste va m'offrir l'année prochaine et découvrir de nouveaux aspects de la junior entreprise. OK. Qu'est-ce qui t'attire en particulier dans le fait d'intégrer, le pôle présidence et donc au rôle de secrétaire général? Alors tout d'abord, c'est qu'il y a vraiment un aspect, où on va avoir une vue d'ensemble sur l'ensemble des pôles de la junior entreprise. OK. Déjà, ça, c'est vraiment quelque chose qui est très intéressant, d'autant plus que le secrétaire général, il va avoir un rôle de management d'équipe avec justement, où il va aller un OK. peu, comment dire? Oui, rappeler à tout le monde et à tous les pôles quelles sont leurs tâches, via notamment le mail de la semaine. Il y a OK. également ce côté, organisation des réunions avec, du coup les comptes rendus de CA à remplir et à signer chaque semaine par le secrétaire général et la présidente. Hem, Également, il y a tout cet aspect, conformité qui m'intéressait beaucoup parce que, Mmh. pour être honnête, j'ai toujours été très dilettant sur, tout ce qui est, administratif et OK. là, je me suis dit: «Bon, bah, déjà grâce à Proveto, j'ai vraiment, pour le coup, changé radicalement vis-à-vis de tout ce qui est, la gestion administrative» et là, je me suis dit: «Bon, bah, allez, je me lance encore un nouveau défi et je OK. vais prendre ce poste parce que du coup, le secrétaire général s'occupe du cadre légal et réglementaire de la junior entreprise, donc de la OK. conformité, donc de tout ce qui est les statuts, les licences, le RGPD, Ouais. vraiment tout, les adhésions, enfin, il y a plein de choses et c'est un poste, un peu, multifacette, je trouve, où on touche un peu à tout et ça laisse également, d'autres possibilités après à côté, comme par exemple être à nouveau chef de projet, comme je l'ai été, cette année 2 fois. OK. Voilà. Génial. Eh ben, écoute, d'ici, 2 mois, tu prendras ce poste, 2-3 mois, donc je te souhaite de te faire bien plaisir. A priori, ça ne te prenait pas suffisamment de temps puisque tu as récemment posé ta candidature pour être, élu vice-président du SNVEL, junior Alfort. Qu'est-ce qui t'a donné envie de postuler à cet autre poste? Très bonne question également. Merci, toutes mes questions sont bien préparées. Disons que, ça s'est fait un peu, de manière très spontanée. C'est-à-dire OK. que, donc j'ai une de mes amies, qui s'est motivée, dans le SNVE Junior Alfort pour un peu faire renaître, cette branche, qui était un peu honnêtement morte dans l'école. OK. Et donc c'est au salon de l'agriculture où j'ai pu rencontrer, où je suis allé sur le stand pardon du SNVEL Ouais. et j'ai pu discuter avec, différentes personnes, notamment, Anna, heu et justement c'est, via ces discussions, via le fait que je me suis intéressé, enfin je me suis un peu documenté sur la chose avant de venir bien évidemment et je me suis rendu compte que c'était vraiment un monde que j'ignorais et j'avais vraiment envie de mettre un pas dedans Mmh. parce que n'empêche, enfin je trouve que c'est vraiment très important, heu, de connaître le SNVEL puisque l'essence du métier de vétérinaire, c'est l'indépendance, initialement. Mmh. Mmh. Et je me suis dit que je voulais vraiment développer cet aspect-là et également, aider du coup, mon amie qui est, présidente du SNVL Junior Alfort, dans cette démarche. Voilà et honnêtement je m'y plais beaucoup, notamment en ce moment, je sais pas, si tu es au courant, mais il y a la levée de fonds pour VPT Oui. et donc juste oui, Vétérinaire pour tous. oui. Et donc justement, donc VPT a missionné, donc les différentes, associations de l'école, justement, Mmh. de faire des petites équipes dans chaque école et de lever des fonds et justement le SNVL Junior Alfort participe à l'organisation de cette, levée de fonds, à l'échelle donc de l'école et donc finalement, in fine, à l'échelle de VPT et je participe à cette organisation et je trouve Mmh. ça vraiment incroyable, bah, ces campagnes un peu, enfin, je connaissais pas du tout et là, j'apprends de nouvelles choses, ça me permet de m'investir dans des causes qui me tiennent à cœur, Mmh. la médecine, bah, humanitaire pour tous. Enfin, voilà, c'est vraiment une très belle expérience et je suis très heureux de participer à tout ça et puis bientôt, il y aura les universités de printemps également qui auront lieu, voilà, fin avril donc ça aussi, ça va être très sympathique. Génial. Au moment où les gens ils écoutent cet épisode, elle est terminée la levée de fonds puisque nous enregistrons, début avril et ton épisode, ne sort qu'en mai ou en juin. Mais, en tout cas, les gens on aura déjà les résultats donc, on est en décalé. Tu parles des universités de printemps, c'est ça que tu as dit? Oui. C'est quoi? Parce que encore un truc que je connais pas très, très bien. Disons que pour, oui,
en une phrase, c'est donc le SNVL qui va venir donc à l'école. Enfin, là, plus précisément, c'est vraiment à l'École nationale vétérinaire d'Alfort qui aura lieu à l'Université de Printemps cette année. Mhm. Et ils vont nous sensibiliser à différentes thématiques liées à la profession vétérinaire. Donc là, par exemple, j'ai vu qu'une des thématiques, c'était l'intelligence artificielle dans la Hmm. profession. Voilà. Et il y a également le concours d'éloquence qui aura lieu, enfin la finale du concours d'éloquence qui était organisée pour les étudiants euh, pendant les universités de printemps. C'est un concours d'éloquence que entre étudiants vétérinaires? Euh, oui, il me semble que c'est vraiment enfin inter-école plutôt. Ok. Voilà. Et il y a déjà eu les premiers, comment on dit, les premiers tours de ce concours? Alors disons que déjà donc il y a eu plusieurs sessions de formation Ok. où il y a un acteur qui est venu donc nous former justement à l'éloquence, comment s'exprimer. C'est des formations très intéressantes. Euh, et puis disons qu'il n'y a pas assez de monde qui se présente pour faire des vraies sélections, mais disons que oui, là par exemple bientôt, c'est-à-dire le 24 avril, on va avoir donc les demi-finales euh, où entre chaque école, ils vont établir un gagnant, entre guillemets, un gagnant, c'est un grand mot, hein, mais une personne qui s'est un peu distinguée par son discours et son éloquence, et ensuite ils s'affronteront pour la finale. Hmm. Voilà. Et donc tu participes. En tant que membre du bureau, je laisse d'abord l'opportunité à tous les étudiants de l'école de participer, mais c'est vrai que si il y a peu de participants, je pense avec l'ensemble du bureau, on va participer au concours d'éloquence. Ok. Ça pourrait Intéressant. être également une nouvelle expérience. Un peu plus de choses à faire rentrer dans mon agenda. Oui. Avant de parler de tes techniques de Jedi pour pouvoir faire autant de choses, je serais curieuse que tu me racontes ton expérience d'assistant de régulation téléphonique. Qu'est-ce qui t'a donné envie déjà de postuler pour ce travail? Alors, tout d'abord, bon, il faut être assez transparent là-dessus. Les études vétérinaires coûtent assez cher. Ouais, Bien qu'on soit dans une école publique, il y a des frais de scolarité, plus tous les frais qui sont liés à la vie étudiante, au logement sur place, notamment sur Paris. Ce qui ouais, fait que bah, je me suis dit que c'était peut-être une bonne idée pour aider mes parents également de trouver un petit travail étudiant à côté, qui en plus était directement, comment dire, bah, il faisait sens quoi, puisque c'est un job étudiant qui est directement lié à la profession vétérinaire. ouais. Euh, Déjà, premièrement, c'est une première chose. Euh, et puis également, il y avait un besoin de gagner des crédits CTS, puisque on doit valider une vingtaine de crédits CTS en plus de notre cursus scolaire, ce qui Ok, fait que ça fait quand même pas mal d'horaires en plus de nos cours, puisque un ok. crédit CTS correspond environ à 25 heures, Ah ouais. ce qui fait que oui. Donc, ce qui fait que par exemple avec Vetophonie, là pour l'instant ça fait quasiment un an que j'y suis, je vais gagner 5 crédits CTS sur 20. Et c'est Ok, vraiment quelque chose qui est important aussi, parce que sinon on peut ne pas passer en sixième année si on n'a pas le nombre de crédits CTS requis. ok. Donc ça c'est une deuxième raison. Et puis également parce que j'en avais entendu parler justement via mes parrains du coup d'école, et Ok. je me suis dit que ça pouvait être également une très bonne façon euh, d'entrer dans le monde vétérinaire. Via Hmm. notamment cette régulation des urgences téléphoniques, puisque n'empêche, c'est un premier contact avec la clientèle, bon, clientèle d'urgence, mais n'empêche, Hmm. c'est déjà important de voir comment les gens communiquent, comment les comprendre, comment gérer des situations assez compliquées, puisque parfois on peut se retrouver avec des anecdotes assez troublantes, honnêtement, des gens qui perdent leurs animaux en plein appel, ou alors qui ont vu des accidents, ou bien encore qui appellent, Hmm. enfin, pour des choses horribles. Par exemple, une fois, il y a une dame qui m'avait appelé pour euh, pour m'expliquer que son chat était maltraité. Euh, Ok. C'était enfin, honnêtement, c'est assez compliqué à gérer parce qu'on ne sait pas vraiment quoi faire. Encore hier, justement, j'étais de garde de nuit, donc vétophonie. J'ai un monsieur qui m'a appelé parce que il avait vu un chat se faire, entre guillemets, oui, enfin, se faire attaquer par une bande de 5 adolescents. Et il me disait, le chat est en état critique, il va mourir. Bah, honnêtement, enfin,
voilà, il y a plein de situations assez compliquées et je trouve que c'est vraiment très important d'apprendre à les gérer le plus tôt possible puisqu'on sera confronté en clinique à ce genre de cas finalement, Mmh. peut-être un peu moins directement parce que là, il y a ce côté première ligne d'appel, mais bon, je trouve que c'est vraiment intéressant pour appréhender, justement cette communication, avec, les clients. OK. Comment tu le vis toi, ces moments où, bah, là, c'est quand même assez choquant ce que tu viens de partager sur, ce monsieur qui est témoin d'une agression par des humains sur un animal, avec un animal qui va probablement mourir tellement l'agression a été violente. Comment toi tu vis d'être, témoin indirect de ça puisque tu reçois, quelqu'un qui est en état de choc? Heu, disons que par réflexe, on pourrait se laisser un peu submerger par ses émotions, ce qui est complètement normal, d'autant plus si on aime les animaux et qu'on y est sensible. Ouais, Heu, néanmoins, je suis obligé de rester professionnel dans la mesure où il ne faut pas que je me laisse dépasser par que mes émotions, comment dire, comportent enfin, guident plutôt, mes gestes puisqu'il oui, faut que je sois efficace dans la prise d'appel, ouais, c'est-à-dire que, bah, il faut prendre les informations, il faut faire en sorte de gérer la situation et donc entre guillemets, «il y a pas le temps pour les émotions» donc j'essaie de faire en ouais, sorte d'être assez, neutre, et faire ce qu'il faut, pour OK, que l'animal puisse ensuite être pris en charge. Oui, mais bon, c'est assez quand même, compliqué parfois de mettre un peu ses émotions de côté, mais bien sûr. c'est quelque chose qui, je pense, est nécessaire dans la profession vétérinaire et c'est ce qui est dur également au quotidien, notamment, par exemple, pour les praticiens qui font des euthanasies ou même, voilà, c'est une part du métier qui est très dure, je Oui. pense. Et là, ce que tu dis, hein, c'est que sur le moment, tu as un rôle à jouer. Ça te demande, de mettre, sous cloche, tes émotions, si je peux le dire comme ça. Mmh mh. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de me dire: «OK, et après?» Parce qu'une fois que c'est fini, tu peux y repenser. Mmh. Comment est-ce que tu reçois, si tu as l'impression que tu peux en avoir besoin, mais comment tu reçois du soutien, en fait, pour, traverser ce que peut-être ça t'a fait vivre, en fait? Parce que même si tu as tout mis sous cloche, j'imagine bien que ça t'a pas laissé indifférent, cet appel en plus, enfin, notamment, tu en as reçu d'autres, hein, qui étaient pas faciles à gérer, mais celui-là qui est le plus frais. Quel type de soutien tu peux recevoir, en fait, a posteriori? Alors, là aussi, c'est un petit peu compliqué parce qu'au début, j'étais très sensible à ce genre d'appel, c'est-à-dire que tout ce qui était, de l'ordre de, par exemple, les propriétaires qui ne souhaitaient pas faire soigner leurs animaux alors qu'ils étaient dans des conditions vraiment, déplorables. Là, j'étais, bah, en tant qu'étudiant vétérinaire ou même, personne sensible, heu, ça me touchait beaucoup et je me disais: «Mais enfin, je m'en voulais finalement, de pas avoir réussi entre guillemets à convaincre les propriétaires, d'aller OK. consulter» et je me disais: «Bah, en fait, c'est de ta faute si, bah, si le propriétaire n'a pas voulu aller en consultation». Enfin, je pensais au début Mmh. que je faisais mal les choses et pour toute genre de enfin, tout ce type de situation et je me suis rendu compte finalement que, c'était quelque chose qui était assez récurrent Mmh. et qu'il fallait, faire en sorte de mettre sous cloche. Mais après, au début, j'y repensais pendant des heures, je ressassais. Je me disais, «Ah bah là, par exemple, pendant cet appel, bah mince, l'animal est mort et je pense que j'ai peut-être pas eu les bons mots» ou alors, je sais pas, j'aurais peut-être dû être plus empathique ou faire quelque chose de plus, transférer plus rapidement, rediriger plus rapidement et donc au début, ça me travaillait beaucoup. Après, une fois les vacations finies, donc pour le coup, mes parents étaient, même mes grands-parents étaient vraiment de vrais soutiens puisque je les appelais et puis je leur racontais, un peu, tout ce OK. qui se passait, heu, voilà, un peu des cas particuliers. Il y avait parfois des cas qui sont humoristiques ou alors parfois on peut également partager sur, notre chat d'équipe un peu, ce qui se passe au Mmh. téléphone et ça permet un OK. peu voilà, de trouver une forme de soutien, dans ce genre de situation. Parce que c'est vrai que parfois, c'est quand même compliqué de gérer, toutes ces situations un peu de crise, OK. voilà. Donc ce que je comprends, c'est qu'il y a 2 endroits où tu as du soutien quand tu en as besoin. C'est auprès de tes proches, ta famille, tes Mmh mh. parents, tes grands-parents, et auprès de tes collègues à Vétophonie, puisque vous avez un chat d'équipe où tu peux, dire si, tu as vécu un truc très, très chaud et que tu as besoin d'en parler, quoi. Voilà. Oui. OK. J'aimerais bien qu'on passe, sur un autre, sujet, mais qui reste peut-être un peu, de l'ordre de l'émotion, ou en tout cas de ce que toi tu vis, puisque pendant la préparation de l'interview, tu as employé le terme de croyances limitantes du quotidien.
Et je serais curieuse que tu me dises, quand tu as écrit ces mots-là, à quoi tu pensais et enfin, tu vois, c'est quoi pour toi, ces croyances? Est-ce que tu serais d'accord de nous donner un exemple de ce que tu as identifié que toi, tu pouvais avoir? Bien sûr, pour répondre, je dirais que les croyances limitantes, c'est tout ce qu'on pourrait avoir, comme des préjugés finalement sur, certaines choses de la vie, que ça soit OK, par exemple des parcours de vie, heu, je sais pas, des choix personnels, heu, plein de choses comme ça. Enfin, je pourrais donner un exemple, une croyance limitante, parce que je suis en cursus vétérinaire, je serai forcément vétérinaire à la fin, alors qu'en réalité, par exemple, je peux faire tout ce que je veux après. Ça pour moi, c'est une croyance limitante. Par exemple, d'autres croyances limitantes, je sais pas, que je ne peux pas, sortir de ma zone de confort pour tel ou tel sujet. OK. Bah, ça aussi, c'est une croyance limitante puisqu'en réalité, il suffit de faire l'effort et on y arrive. Enfin, il y a plein de choses comme ça où je me mets des des fixettes et des préjugés dans ma tête qui m'empêchent d'avancer et j'essaye de faire en sorte justement de les balayer. Est-ce que tu serais d'accord de nous partager, un exemple qui est pas trop intime, de croyances limitantes que tu as observées chez toi? Heu, le fait de réussir ma prépa, déjà, c'était, quelque chose pour moi qui me semblait impossible, d'autant plus que, beaucoup de monde autour de moi me disait: «La prépa, tu es dilettante, tu es, procrastinateur, heu, tu n'as pas la hargne, il va falloir que tu travailles énormément pour réussir». Beaucoup de monde extérieur qui m'ont un peu découragé et au final, bah, je me suis prouvé à moi-même que j'avais réussi la prépa en travaillant, enfin, comment dire? En trouvant des ressources intérieures, dont je n'avais pas, conscience. Ouais. Donc ça, par exemple, c'est, une croyance limitante qui a complètement été balayée. Ou bien encore, j'en ai une deuxième là qui vient, d'apparaître dans mon esprit. Également, en ce qui concerne mon double cursus, avec, le conservatoire, donc, pour le Ouais. piano. Je me rappelle encore, d'un de mes professeurs de piano qui était très passionné, et qui m'avait dit: «Tu peux tenter ce concours international de piano à Paris. Je crois en toi, mais je crois en toi». Il m'avait vraiment poussé, pour faire ce concours international et je m'étais dit, syndrome un peu de l'imposteur: «J'ai rien à faire ici, enfin, comment je vais faire? Il y a plein de personnes très talentueuses qui viennent un peu de partout dans le monde. Jamais j'y arriverai, c'est impossible. Mon jeu n'est pas assez performant, je suis pas assez, sensible dans le toucher». Enfin, plein de choses comme ça et bah, finalement, une croyance limitante qui était une fois de plus, enfin qui s'est évaporée à partir du moment où je suis allé sur scène, que j'ai joué et que, Mmh. ensuite j'ai obtenu mon 1er prix, et j'étais lauréat du concours et je me rappelle, je n'ai jamais été aussi heureux de ma vie, parce que je me suis dit: «Je peux réussir ça et c'est pas parce que, il y a j'ai plein de doutes que ce n'est pas possible». Tu as gagné ce concours? Oui, Ah oui, pour dans quelqu'un ma qui section. qui avait beaucoup de critiques, sur son jeu et sur sa performance, finalement, c'est toi qui as gagné. Incroyable, bravo. Merci, oui, j'étais très content, enfin Ouais, j'imagine bien. Hem, Est-ce que tu serais d'accord de nous en dire plus sur, le piano justement? D'où ça te vient cette passion et cette pratique que tu as depuis quasi pas ta naissance, parce que quand même, mais tu as commencé très jeune? bien sûr. Donc ça vient de ma grand-mère, si je me souviens bien. Je OK. me rappelle, qu'à l'époque, elle me jouait quand je venais dormir donc parce que j'ai une relation assez fusionnelle avec mes parents, puisque je suis fils unique, OK. heu et puis également avec mes grands-parents, puisque je passais souvent beaucoup de temps chez eux, et je me rappelle que, tous les mardis soirs, ma grand-mère me jouait des morceaux, pour m'endormir et justement, un jour, j'ai essayé de reproduire ce qu'elle jouait, de manière visuelle et j'ai réussi à le faire et c'est de là que finalement, j'ai commencé à avoir cette certaine appétence pour la musique classique qui était omniprésente, que ça soit chez mes parents ou bien chez mes grands-parents et Mmh. je me suis dit: «Mais j'ai envie de jouer d'un instrument» Mmh. et j'ai commencé à jouer le piano, sans formation, théorique et je me suis rendu compte que ça me plaisait vraiment. Donc après j'ai essayé de rentrer, au conservatoire en classe à horaires aménagés, en plus du collège. Heu, là, je suis arrivé pareil dans un monde où, tout le monde, était déjà, préinscrit au conservatoire, avait des cours de formation musicale et cetera et je suis arrivé comme ça avec juste, un morceau que j'ai joué
et les jurys OK. qui m'avaient dit, ça m'avait marqué: «Mais où est la partition?» Et en fait, je n'avais jamais lu la partition de ma vie, heu et j'étais Dé arrivé comme ça, un peu au culot, si on peut dire, en jouant mon petit morceau et du coup, c'est là où j'ai pu, rentrer au conservatoire après et suivre mes différentes formations jusqu'au, parcours professionnel, en piano. Voilà, mais donc oui, ça me vient, de mon entourage, une fois de plus. et ce souvenir que tu as là avec ta grand-mère et avec cette tentative, de rejouer au visuel, tu avais quel âge? Ouh là, ça date, c'était, ouais, ça devait être quand j'avais, 7 ans, OK. à peu près. C'est Oui, la ça première fois que tu mettais vraiment les mains sur le piano en mode: «Je vais jouer», plutôt que oui. juste, j'imagine comme les enfants font, de manière très cacophonique? Oui, exactement OK, et puis passé ce cap-là, ensuite, il y a aussi ma maman qui m'a offert mon 1er piano, OK, où là, c'était pareil l'extase, enfin un piano droit à la maison et puis j'ai commencé à jouer beaucoup, 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 et puis OK, c'est devenu une vraie passion et un vrai échappatoire. OK, et aujourd'hui, quelle place ça prend le piano dans ta vie? Alors justement, bon, on revient sur le sujet de la prépa qui a un peu, OK, tout phagocyté, si OK, je puis dire. Donc le piano en faisait partie, même bien que, j'ai quand même été au conservatoire de Versailles pendant ma première année de prépa. OK, Parce que je voulais absolument continuer, je voulais pas perdre mon niveau et puis même c'était vraiment, une fois de plus, un échappatoire. Néanmoins, je me suis vraiment rendu compte que si je voulais réussir, mes études, il fallait que je fasse, que j'éclipse le piano pendant au moins, donc 1 an. Ce que j'ai dû faire, je OK. continuais de jouer à côté bien évidemment un peu pour me détendre, notamment pendant les périodes de concours où quand je travaillais 12 heures par jour, je faisais 2 heures de piano après, réparties dans la journée. C'était mes pauses en fait. Mmh. Heu, J'en garde un très bon souvenir, mais du coup, j'ai quand même dû un peu, mettre de côté, la musique et aujourd'hui, j'essaye petit à petit de m'y remettre, OK, heu, progressivement mais sûrement. OK, et tu as un piano chez toi? Oui, 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 j'ai mon piano chez moi. C'est un grand luxe, hein, j'en suis conscient, hem, mais bon, disons que, c'est, grâce à une opportunité que j'ai pu avoir ce piano donc et puis il est bien dans mon appartement étudiant donc et il est utile Génial. surtout. Oui, j'entends que ça a vraiment, presque une vertu thérapeutique pour toi de jouer de Ah la oui. musique. Ah oui, oui, Mmh. on peut vraiment le dire, mon piano, il aura tout eu, toutes mes émotions, toutes, à tous les moments de ma vie, c'est vrai que c'est quelque chose qui est vraiment, qui est vraiment resté et je suis un peu, parfois sceptique d'avoir un peu perdu ce côté artistique et musical que j'avais autrefois, mais bon, je me dis que rien n'est fait, une fois de plus, OK. ça, c'est une croyance limitante, rien n'est fini et je peux toujours continuer et m'y remettre, sans Ouais, souci. trop bien. Alors, du coup, moi, j'ai une question pour toi, puisque moi aussi, je suis originaire de Grenoble, en tout cas, d'un petit bled, pas très loin de Grenoble, que tu connais peut-être d'ailleurs, La Murette, pas très loin de Voiron, n'est-ce pas? Bien sûr. Et je voulais savoir si tu connaissais l'expression grelou? Pas du tout. Ah! Un Ouais, Grenoblois qui connaît pas, tu es peut-être parti depuis ça fait quelques années maintenant que tu es ça parti. fait 4 ans. C'est peut-être une expression un peu récente, mais le grelou, c'est une, population bien particulière, qui vit, particulièrement à Grenoble, Mmh mh. et ce sont les personnes qui sont tellement passionnées de montagne et de sport qu'elles ne parlent que de ça et que Ah toute oui. minute de leur temps libre, est consacrée à aller transpirer en montagne, en gros, Oui. si je caricature. Et il y en a plein à Grenoble et c'est très drôle, Ah oui. et moi qui habite aujourd'hui à Chambéry, on n'a pas, l'équivalent, mais il y a certaines personnes à Chambéry qu'on appelle des grelots, même s'ils vivent pas à Grenoble, parce que c'est très, très prenant. Mais je me dis que toi, tu étais passionné de musique et tu avais peut-être pas le temps d'être aussi passionné de montagne, malgré le fait de vivre à Grenoble? Hem, alors j'étais passionné de montagne, mais uniquement pour le ski. OK, Parce que du coup, j'y allais avec mon papa pendant, toutes les années, très, ouais, très souvent, en OK, vacances, les week-ends et puis c'est vrai que bon, j'avais aussi beaucoup d'activités physiques, en parallèle, je faisais beaucoup de rugby. OK, Enfin, j'en ai fait pendant 10 ans en club notamment. OK, trop cool. J'ai fait 4 ans au FCG, à Ah Grenoble et oui! aussi, 5 ans, 6 ans à Échirolles, OK. voilà. Tu étais à Pour, quel poste? j'étais, au début, bon, j'étais beaucoup plus robuste quand j'étais jeune, donc j'étais, talonneur OK. et puis, voilà, j'ai toujours été talonneur, donc
Voilà. Ok, mais on ne s'est pas encore rencontrés en vrai, même si on va avoir l'occasion de le faire dans quelques Oui. jours au Hackavette. Et je te découvrirai. Mais c'est vrai que là, comme ça, t'as plutôt une silhouette déliée, tu vois. Personne plutôt un peu moins proche de la mêlée, mais peut-être qu'il y a un corps très costaud qui se cache sous cette caméra, puisque t'es coupé aux épaules, hein, pour les Oui, c'est personnes qui vrai. nous écoutent. On est coupé aux épaules, donc on n'a pas beaucoup de vues. Bon, bref. Mais merci, je suis contente d'avoir posé cette question du grelot, parce que du coup, je découvre ce parcours sportif hyper intense. Oui. S'il y a des personnes qui ont envie de te contacter, Bertrand, à l'issue de cette interview, est-ce que tu serais d'accord qu'ils le fassent? Et si oui, comment est-ce que les gens peuvent te contacter? Bien évidemment, avec plaisir, hein. Je suis toujours, ouvert à la discussion et aux nouveaux échanges. Bah, via mon LinkedIn ou, voilà, pas de souci. Super. Eh ben, on mettra toutes les infos dans la description du podcast. Mmh. On arrive donc à la dernière question. Et alors, ça va peut-être faire un saut dans le futur un peu loin pour toi, mais on va quand même tenter pour voir ce qui en ressort. Je te propose de te projeter le jour de ta retraite, si tu imagines la prendre un jour, mais on va tenter l'expérience. Et je te propose de nous partager qu'est-ce que tu aimerais pouvoir dire de ta carrière quand tu arriveras à la fin. En effet, c'est un énorme bond. Ouais, on est sur 40 ans de Ouais, bon, je suis bien consciente, 45. ah oui, 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 en effet. Hem, j Qu'est-ce que je pourrais dire de ma carrière dans 40 ans? J'imagine qu'elle sera, tourmentée, avec plein de OK, rebondissements. OK. Heu, Me connaissant, je suis une personne qui est assez, comment dire, qui aime bien faire plein de choses à la fois, donc j'imagine que ça ne sera jamais monotone, ça c'est sûr. Mmh. Plein de défis, sûrement des échecs aussi, mais la réussite, un épanouissement personnel qui je trouve est très important et OK. surtout avoir trouvé un équilibre entre vie personnelle, vie professionnelle et bien-être tout court, voilà, j'espère pouvoir dire ça dans 40 ans en tout cas, être équilibré dans ma vie, c'est l'une des choses, les plus importantes et les valeurs que mes parents m'ont, transmises notamment, Mmh. donc voilà. Trop bien, merci beaucoup. Je viens de capter que j'ai oublié une question et je te la pose maintenant. Comment tu fais, Bertrand, pour faire rentrer tout ça dans ton agenda? Si tu as une petite astuce orga, on peut faire une petite fin de podcast comme ça. Astuce orga par Bertrand Clavel. Alors mon astuce, c'est, bah, de ne pas dormir. Non, non plus non, plus sérieusement, j'ai honnêtement une vie qui est assez très structurée, parfois trop et parfois je m'en lasse un peu, hein, pour être honnête. OK, J'essaye d'être, le plus organisé possible, OK. c'est-à-dire que je me fais des plannings, mais des plannings, très chargés. C'est-à-dire qu'à 30 minutes près, tout est planifié de 7 heures jusqu'à 23 heures. Et il Waouh! y a des semaines qui sont plus compliquées que les autres, surtout que du coup, bah, je suis assistant de régulation téléphonique et souvent c'est des vacations de nuit, donc de OK. type 23 3 heures, 1 heure 7 heures, 3 heures 7 heures et souvent quand le lendemain matin il y a des TD à 8 heures, Ouf. c'est assez compliqué. Donc c'est vrai, oui, voilà, il faut essayer de compartimenter, Ouais. les différentes activités et faire en sorte d'être proactif une fois qu'on les fait. Ne pas, faire les choses, sans vraiment rien enfin, en étant un peu évasif, il faut vraiment être à fond dans chaque chose. Ouais. Magnifique. Bah, écoute, peut-être que tu pourras me donner une recette plus en détail quand on se croisera parce que je comprends bien la théorie, je trouve la pratique plus difficile. Oui, la pratique est plus compliquée. En tout cas, Bertrand, merci. C'était un vrai plaisir de te rencontrer un petit peu plus que nos premiers échanges par mail. Merci de m'avoir accordé ce temps. J'étais ravie de découvrir ton parcours jusqu'ici et je te souhaite vraiment de te faire bien plaisir dans la suite de tes études et dans tes futures expériences professionnelles. Eh bien écoute, merci beaucoup à toi Colline. C'était vraiment, une super expérience que tu m'as proposée. Je suis vraiment très heureux d'avoir pu, réaliser cet échange avec toi, pour, bah, le podcast Veto Micro. Trop cool, merci beaucoup. Et on va maintenant s'arrêter. Donc je souhaite à tous nos auditeurs et toutes nos auditrices une très belle suite et fin de journée. Et je vous dis à très bientôt dans un prochain épisode. Ciao, ciao! Merci d'avoir écouté cet épisode de Veto Micro. Si le cœur vous en dit, partagez-le à vos amis et à vos collègues, abonnez-vous au podcast et mettez-nous une note de 5 étoiles avec un gentil commentaire. C'est ce qui nous permet de remonter dans les classements et de donner de la voix à la profession. Si vous souhaitez participer à Veto Micro, nous suggérer des invités ou tout simplement nous écrire,
faites-le sur l'adresse podcast@themavet.fr. Prenez soin de vous et à la semaine prochaine pour écouter une nouvelle façon d'être vétérinaire.